Bien, vous savez que la tradition du Sales Economy, c'est de proposer ce que nous appelons peut-être un peu pompeusement une déclaration, c'est-à-dire avec un certain nombre de propositions par rapport à tout ce que nous avons pu apprendre tout au long de ces 2 jours de réflexion. C'est une tradition qu'il faut exactement prendre pour ce qu'elle est. Elle est modeste, elle est juste destinée à lancer les débats au fond qui nous paraissent importants. Et je rappelle pour ceux qui l'auraient oublié que vous avez eu un débat sur le G20. Le G20, Christian en avait parlé ici. Nous avons parlé du CICE. Philippe Aguillon avait lancé il y a maintenant 2 ans cette idée. Donc il y a toujours eu l'idée que nous sommes modestes, nous tentons d'être rigoureux, nous faisons des propositions, nous lançons des débats, rien de moins, rien de plus. Alors, par rapport à ça, j'ai trouvé que c'était assez astucieux que, très rapidement, on vient de vous distribuer la déclaration. Vous verrez qu'il y a une version longue et une version courte. En plus, elles ne sont pas en contradiction, donc c'est bien. Ces déclarations, vous pourrez les lire quand vous le souhaiterez. Je ne vais pas du tout en faire l'exégèse, simplement prendre 2-3 points qui me paraissent importants dans ce que nous avons décidé de coucher sur le papier de manière consensuelle. Et je vous assure que trouver un consensus parmi les 30 membres du Sales Economist, ce n'est pas de la tarte. Et puis, j'ai demandé à 2 amis du cercle qui ont chacun l'un et l'autre des responsabilités éminentes et dans le secteur privé, Pierre-André de Chalandard, et dans le secteur quasi public, Pierre-René Lemas à la Caisse des dépôts. Je leur ai demandé à la fois de dire peut-être ce qu'ils pensaient de 2 ou 3 des propositions que nous avons faites, et peut-être de parler de cet investissement. Alors comme je trouve que le débat précédent a été exactement ce que nous pouvions souhaiter, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. L'intervention de Jacques Larosière a été sur ce plan-là tout à fait passionnante. Ce que nous allons peut-être faire, c'est aussi rentrer dans le vif du sujet. Alors, première remarque, c'est le diagnostic. C'était très intéressant ce matin, Christine Lagarde, parce qu'en dépit de tout, elle a eu cette remarque sur le fait qu'elle a employé le terme de conjoncture ou redémarrage à conjoncture mondiale hésitante. Et évidemment, avec un investissement qui certes est plus important en termes de croissance aux États-Unis qu'en Europe, mais qui n'est pas très significatif, très symbolique d'une reprise d'activité qui soit très, très forte. Et nous nous sommes dit, petit 1, que le choix du thème avait été tout à fait astucieux. Deuxième aspect, c'est que la concentration sur la manière dont l'investissement peut redémarrer dans le monde, sous toutes ses formes, avec des taux de croissance qui ne seront pas les mêmes, mais qui retrouveront peut-être des taux de croissance plus proches de ce qu'il y avait avant la crise, c'est un sujet majeur. Alors, comme vous le savez, on n'a pas le temps de revenir là-dessus, mais il y a des tas de débats entre les économistes sur les raisons de ces difficultés au fond à ce redémarrage. Certains économistes, dont je fais partie, mais je crois qu'on est minoritaire, ont un regard sur l'évolution du progrès technique. Ils pensent qu'il y a un ralentissement. Ça ne veut pas dire disparition, ça veut dire simplement ralentissement. D'autres évoquent les problèmes de vieillissement, les problèmes de non-contrôle de la financiarisation, non-contrôle des inégalités, etc., etc., etc. Tout ça, ce sont des débats qui sont en cours, sur lesquels nous savons que nous ne savons pas. En tout cas, nous savons qu'il n'y a pas une opinion claire. Et il est en tous les cas évident que l'investissement n'est pas tout à fait au rendez-vous et que c'est le point essentiel. Sur la partie européenne et sur la partie française, alors là, c'est très clair. Investissement atone, la France, investissement atone, avec d'ailleurs un débat incroyable en France, qui consiste à opposer les politiques de l'offre et les politiques de la demande, avec cette idée que quand on oppose la politique de l'offre à la politique de la demande, on oppose l'idée qu'il faut plus de compétitivité en réduisant le coût du travail ou au contraire la maintenir. C'est évidemment un petit bout du sujet. Et si l'on pense ce que nous pensons, nous, ces économistes, que l'investissement est évidemment le moteur de ce qu'on appelle la gamme de produits.
ce qui est au fond l'énigme française, ce décrochage des 10 dernières années qui nous fait réellement avoir un commerce mondial, enfin plus exactement des exportations françaises extraordinairement détériorées. Si c'est bien un problème qui est un problème de gamme de produits, de technologie, de ceci ou de cela, alors l'investissement est au cœur de la discussion et alors l'investissement doit être notre maître mot. Alors, je ne vais pas vous reprendre toutes les propositions, vous les avez. Je voudrais juste dire 2 points qui nous sont apparus importants. Premier point, c'est le fait que nous disposons, je sais qu'il reste 1 minute, pour les autres ou pour moi? Je sais qu'il... Non, la minute, non, pas de problème. Non, on a bon. On perd notre temps. Alors, je vais très rapidement à quelques-unes de nos propositions les plus évidentes. Il faut que cette épargne abondante en Europe soit en réalité canalisée vers l'investissement, c'est-à-dire vers le risque, ce qui d'ailleurs supprime le débat que nous avons entre nous de savoir si l'épargne est supérieure à l'investissement ou l'investissement est supérieur à l'épargne. Dans la réalité, le problème, c'est l'épargne utile, celle qui va vers l'investissement risqué, très compliqué dans des sociétés vieillissantes, parce que les seniors, dont je me fais le plaisir de faire partie, ils n'ont pas envie de mettre leurs petits sous dans des projets risqués. Donc c'est un problème compliqué. Il faut donc pour ça avoir une fiscalité, une sécurité, un partage de risques nouveau sur la fiscalité, parce que c'est le plus symbolique de nos propositions. Nous avons suggéré qu'on mette à plat la fiscalité des revenus de l'épargne, des plus-values et du capital, enfin du patrimoine, et là-dessus, donc nous avons suggéré que l'on ait une fiscalité des revenus de l'épargne pour celle qui est dédiée à l'investissement risqué, qui soit désormais un peu la suédoise, nettement inférieure au niveau de la fiscalité des revenus du travail, c'est-à-dire compris forfaitaire, entre 30 et 35%. Et nous avons poussé la plaisanterie jusqu'à évoquer la suppression, je sais que le temps est écoulé, mais il faut quand même que je le dise, la suppression ou la transformation de l'ISF en un impôt qui serait un impôt sur le patrimoine immobilier. Ça, je peux vous dire qu'on en parlera demain matin. Deuxième sujet, et je termine là-dessus, je termine sur ce thème. Il est clair qu'il faut, puisque ça a déjà été évoqué par beaucoup, c'est un résumé des propositions qui ont été faites, il faut absolument que l'Europe se secoue, mais Patrick l'a dit, Jacques de la Rosière l'a dit. Évidemment, il a raison sur le problème de titrisation, c'est hallucinant ce qui se passe en matière de coût du capital sur ces produits, ces ABS, ces produits titrisés de créances de PME. On n'en aura pas l'économie européenne sans cela. Nous suggérons aussi que la dette, c'était Pierre Jacquet qui se promène parmi nous tous le plus, qui disait que nous sommes le seul continent, le seul pays où on parle du matin jusqu'au soir de la dette. Évidemment qu'il faut la rembourser, mais il faut trouver des modalités qui permettent d'allonger ce qu'on appelle la maturité de la dette, c'est-à-dire essayer d'avoir au fond espérer que ce sujet ne soit pas un sujet permanent de réémission de dette pour pouvoir rembourser la dette. Tout ça, c'est anxiogène et évidemment, ça ne favorisera pas l'investissement. Voilà, j'ai compris, c'était le temps écoulé. Je laisse la parole maintenant à Pierre-André sur la réaction d'un grand patron du privé. Bien, merci Jean-Hervé. Je ne sais pas très bien pourquoi tu m'as demandé de faire ces commentaires, parce que je ne suis pas d'habitude très bon pour servir la soupe. Mais c'est vrai que dans les 5 minutes que je viens d'avoir, comme vous tous, pour lire cette déclaration, c'est vraiment super. Il y a tout. Hein, en 5 minutes, là, on voit tout. Voilà. Donc, je crois plus sérieusement que ces 2 jours ont été très intenses. Moi, je voudrais remercier le Cercle des économistes, parce que pour un industriel qui est les mains dans le cambouis toute l'année, à prendre des décisions d'investissement, hein, quelquefois un peu le nez sur le guidon, choisir d'abord le thème de l'investissement qui est majeur, et je trouve qu'il y a eu plein d'idées dans ces 2 jours, et elles sont
très bien résumé là-dessus. Je trouve qu'il y a beaucoup de propositions. Je ne sais pas si Jean-Dominique Sénard, au propos desquels je m'associe complètement, il trouvera toutes les réponses aux interrogations qu'il a, mais je trouve que c'est un bon papier. Alors, je vais me limiter à quelques commentaires sur la page 1 et la page 2, parce qu'après, je n'ai pas eu le temps. Et donc, donc, en fait, c'est un commentaire sur la page 1 et une illustration sur la page 2. Sur la page 1, je voudrais quand même redire que, de mon point de vue, le sujet, ce n'est pas la panne de l'investissement au niveau mondial, hein, il n'y a pas un manque global d'investissement. Le sujet, c'est qu'il y a eu un déplacement, et il y a un déplacement très important de l'investissement au niveau mondial qui progresse en pays émergents et singulièrement en Asie, alors qu'il régresse en Occident. Et de ce point de vue-là, c'est comme il y avait une compétition pour l'investissement, comme le dit d'ailleurs très bien, alors il a été censuré par ses petits camarades, mais le dit très bien Jean Hervé dans son livre, hein, donc je recommande à tout le monde la lecture. Compétition entre l'Orient et l'Occident, compétition dans l'Occident entre les États-Unis et l'Europe, et compétition en Europe entre les pays et entre les régions. Et ça, c'est lié quand même beaucoup au progrès considérable de la logistique qui fait que les entreprises, dans de plus en plus de métiers, prennent, et Jean-Dominique l'a montré tout à l'heure, prennent leurs décisions de façon globale. Et les territoires sont en compétition pour attirer les investisseurs. Donc ça, je pense que c'est un point très important. Deuxième chose, c'est un peu un bémol aussi sur la baisse de l'intensité, la baisse des investissements à l'Ouest. Je crois que, alors c'est un point de vue micro que je constate, mais je ne sais pas s'il est vrai de façon macroéconomique, mais j'ai l'impression qu'il y a une intensité en capital des investissements dans les pays développés qui diminue et que ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. On voit bien que la Chine aujourd'hui, c'est l'atelier du monde, surtout pour les biens intensifs en capital. Et à l'Ouest, les entreprises sont plus concentrées sur la différenciation, sur l'aval, sur les services, avec des facteurs locaux qui jouent un rôle très important dans la localisation des investissements. Sur les propositions, je ne voudrais pas les commenter toutes, il y en a que je n'ai pas compris, mais je voudrais revenir sur la titrisation, je laisse ça aux spécialistes. Oui, je ne sais pas si d'ailleurs la proposition que vous faites répond à la question de Jacques Delarosière, hein, il faudra... Voilà. Non, je voudrais revenir sur la première proposition, en fait, parce qu'elle résume tout et tout ce qui est dit sur la culture du risque et de rassurer les investisseurs avec un cadre réglementaire et fiscal clair. Parce que les décisions d'investissement, hein, il faut des investisseurs. Hein, et les investisseurs, ils ont besoin de confiance et ils ont besoin d'une visibilité dans le temps. Ça rejoint d'ailleurs le thème de l'année dernière sur le temps. Hein. Et je voudrais illustrer ce point en prenant l'exemple d'un secteur que je connais un peu mieux que d'autres, et je vais vous parler de mes clients, c'est le secteur de la construction. Je ne vais pas parler de la rénovation thermique dans les bâtiments, parce que ça ferait un peu plaidoyer pro domo, mais encore que c'est un très beau sujet d'intérêt général. Non, je voudrais parler de la secteur de la construction, parce que quand on regarde aujourd'hui le différentiel de croissance qui s'accroît entre la France d'un côté, et un certain nombre de ses voisins, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis un peu plus loin, je crois que l'investissement dans le secteur de la construction, il explique à lui seul plusieurs dixièmes de points de PIB de différence. Et donc ce n'est pas négligeable du tout, c'est très important. Il y a un vrai sujet français. Et c'est un secteur dans lequel on a des emplois non délocalisables, il n'y a pas de sujet de commerce extérieur. Pourquoi la France fait si mal depuis quelques années dans ce domaine, alors qu'on a une très belle démographie et alors que le président de la République a lancé un objectif de 500 000 logements neufs. Les chiffres actuels, ils sont préoccupants, j'allais dire, si rien n'est fait, ils sont dramatiques. Tous mes clients du secteur du bâtiment tirent la sonnette d'alarme. À partir d'un diagnostic qui est largement exact, qu'il faut baisser le coût du logement, je crois que c'est comme si on avait tout fait pour décourager l'investissement dans le logement. Et je pense qu'on peut à la fois relancer le bâtiment en volume, éviter les effets d'éviction liés à la spéculation immobilière, tout ça en libérant le foncier. Et donc je vois une réforme à faire qui n'est pas facile sur le plan politique, mais je crois qu'il faudra retirer aux maires l'attribution des permis de construire et le donner à un étage supérieur. Et ma recommandation,
Je suis peut-être très jacobin, c'est même à l'autorité préfectorale. Je pense que beaucoup de sujets du foncier seraient réglés. Voilà, donc en conclusion, je voudrais juste dire que de la même manière, et ça c'est un peu plus général, que les entreprises sont passées d'une logique de production à une logique client, de marché, je crois que les autorités, dans leur ensemble, qu'elles soient régionales, nationales, européennes, il faudra qu'elles passent, alors il y en a qui l'ont déjà fait, il y en a qui sont en train de le faire comme la France, d'une logique de compétitivité à une logique d'attractivité pour les investisseurs. Et là, on a encore beaucoup de travail. Bravo. C'est super, ton jugement. Merci. Je sais pas, je fais quelque chose, rien. Ouais. Bon, d'abord, je voulais vous dire que d'habitude, je connais les conclusions de vos travaux, mais c'est la première fois que je participe au débat. Alors, je le fais avec je fais avec l'humilité de quelqu'un qui arrive. C'est très étrange d'être le plus jeune de la classe à un certain âge. Donc, merci de m'avoir invité. D'autant que les observations qui viennent d'être faites me rendent quasiment nostalgique. Parce que je suis un de ceux qui a fabriqué la décentralisation de l'urbanisme. Donc j'ai eu un moment de pure angoisse en évoquant le temps que j'ai entendu tellement vilipendé à l'époque, où les permis de construire étaient accordés par les méchants préfets et où les maires, au nom de la liberté locale, devaient absolument prendre le pouvoir, ce qui date quand même maintenant de 1983, ce qui, à titre personnel, en tant que j'ai participé à cette aventure, ne me rajeunit pas. D'autant plus que je suis pas loin d'être d'accord pour dire aujourd'hui qu'on a intérêt à regarder, peut-être pas par une recentralisation des permis de construire, je pense que l'histoire est passée par là et qu'on n'y reviendra pas, mais en tous les cas, une réflexion sur un niveau adéquat de délivrance des autorisations d'utilisation du sol. Peut-être que l'intercommunalité sur laquelle tout le monde travaille depuis tant d'années est le bon niveau, le jour où elle sera stabilisée. Bon, moi aussi, je suis un peu paresseux. J'ai lu très attentivement les conclusions et avec désespoir, je me suis rendu compte que j'étais plutôt d'accord, ce qui ne facilite pas le débat. Enfin, plutôt d'accord chaque fois que j'ai compris, ce qui ne facilite pas plutôt le débat. Et l'autre... alors, j'aurais peut-être une nuance sur l'ISF. Ça ne surprendra personne compte tenu des fonctions qui étaient les miennes avant, donc je ne me permettrai pas de développer. Ceci étant, l'accroissement de la fiscalité sur les mutations et sur les successions me paraît une piste prometteuse dont on peut se demander s'il était raisonnable de l'avoir abandonnée à une certaine époque. Et la suppression de l'ISF, qu'en contrepartie, c'est un vieux sujet qui mérite réflexion. Le problème, c'est que on est dans un vieux pays où la symbolique du consensus social passe par des mesures qui ne sont pas forcément les plus économiquement pertinentes. Je crois que ça, c'est pas trop défendable, mais qui font le symbole. Parfois, il faut changer de symbole, je suis assez d'accord. Moi, si vous m'autorisez, j'avais envie de faire 3 observations, parce que simplement 3 réflexions en contrepoint, comme ça a été fait tout à l'heure. D'abord, sur le thème de la stabilisation de la règle. Tout le monde est d'accord sur la stabilisation de la règle. Et je partage l'analyse que vous faites et ce que vous en dites. Tout le monde est d'accord en même temps sur l'urgente nécessité de changer le plus vite possible une règle inadéquate. Donc la France est un pays qui est caractérisé par 2 choses contradictoires, mais c'est la nature de notre pays, c'est-à-dire surtout ne pas changer la règle pour qu'on soit clair sur la longue durée et la changer le plus possible parce qu'elle ne correspond pas aux intérêts du moment. La réalité, en fait, c'est que la France s'en tire pas si mal. Pardonnez-moi, j'ai entendu des choses un peu mélancoliques tout à l'heure, mais on s'en sort pas si mal. La règle de droit, en réalité, et même la règle fiscale, sur le temps long, c'est quelque chose d'en réalité assez continu et souvent partagé. Je vais citer 2 exemples. Le premier, c'est la décentralisation. La décentralisation, c'est un exercice qui démarre au détour des années 80-82, c'est une longue époque, et qui suscite des débats extraordinaires. Il y a les pour, il y a les contre, il y a les jacobins, les anti-jacobins, la France va être coupée en morceaux, on va revenir à la féodalité de l'Ancien Régime. Et puis on est 30 ans après. Quelles que soient les majorités, majorité de gauche, majorité de droite, au milieu de débats de toutes sortes au Parlement, où l'un est plus girondin que l'autre et l'autre plus jacobin que le premier, on est arrivé à une logique continue de réforme, donc
aucune étape précédente n'a été remise en cause par les gouvernements qui se succèdent. Et je pense que ça, c'est une caractéristique forte du système français, qui est en sous-jacent, qui n'est pas à la surface des choses, qui n'est pas à la surface du débat politique, mais qui, au fond, montre qu'on est capable, sur la longue période, de conduire des réformes de même nature. Et je fais le pari, par exemple, que le débat qui s'ouvre sur la réforme des régions et qui sera plein d'accords, de désaccords, de tumultes et de modifications, sera un élément qui, un jour ou l'autre, dans un découpage ou l'autre, fera consensus. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Regardons quand même dans l'addition des temps et la contradiction des temps qui a fait l'objet de vos débats l'année passée, regardons sur le temps long la capacité qu'a la France de faire évoluer les choses. Deuxième, j'aurais pu citer une réforme plus récente d'ailleurs, qui est celle de la SNCF, sur laquelle je souris beaucoup, puisque à travers les désaccords des uns et des autres, en gros de Jean-Claude Guesseau à aujourd'hui, en passant par des gouvernements qui n'avaient pas tous la même couleur politique, on assiste à une continuité des analyses qui mérite une réflexion souriante pour le coup, et pas mélancolique. Deuxième chose que je voulais dire, et qui ressort de votre papier, c'est au fond une espèce de consensus sur la puissance publique doit retrouver un rôle. Elle doit l'inventer, elle doit le retrouver. Si je voulais sourire, je dirais qu'il y a un de vos paragraphes qui dit qu'il est nécessaire, et à coup sûr indispensable, de rassurer les investisseurs, mais ça suit le paragraphe qui dit qu'il faudrait que les investisseurs prennent des risques. Donc je reconnais que nous sommes dans les contradictions nationales évidentes, mais à deux paragraphes près, on dit allons-y, dans l'autre on dit mais allons-y à condition d'être bien rassurés. Les deux sont vrais naturellement. Je crois que ce retour de la puissance publique, c'est un sujet important, parce que d'une certaine manière, nous avons à inventer, je parle du côté non pas de l'État, je ne suis pas l'État, je n'ai pas d'actionnaire État, la Caisse des dépôts, son actionnaire, c'est les épargnants, ce n'est pas l'État. L'État, c'est plutôt le principal, c'est celui qui prend principalement la contribution qui résulte de nos résultats. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'État a un rôle, et la puissance publique a un rôle dans tous les secteurs sur lesquels on dit des tas de choses depuis des tas d'années, avec les mots qui sont toujours les mêmes, mais notamment sur un. Je pense que nous avons besoin d'être des inventeurs collectifs d'ingénierie financière. Je crois que l'un des enjeux devant nous, c'est l'ingénierie financière. Et que nous devons mettre autour de la table, évidemment, les financiers, je suis loin d'en être un, les industriels et aussi la puissance publique. Parce que s'il reste quelque chose à l'État dans le monde tel qu'il est, c'est pas le mieux. Moins l'État devient acteur de la vie économique, et plus, comme vous le savez, il devient réglementaire. Moins il est acteur et plus il fait des règlements. Donc mettons-les avec les industriels et mettons-les autour de la table avec les financiers pour avancer. Je vais vous donner un exemple, ce sera mon dernier mot, j'ai compris que le temps était écoulé. Je vous donne un exemple qui rejoint la thématique de la construction. Il y a 30 ans, 40 ans, au fond, on se posait la question de la reconstruction en France. Puis on arrive au détour des années 60 avec l'expansion démographique et les sujets que vous connaissez bien. Mais au fond, comment on y répond ? On y répond par le petit miracle bien connu, mais à l'échelle industrielle, de transformation de l'épargne courte en prêt à taux très long, multiplié par l'invention par les industriels des tours de grue, qui permettaient de construire les grands ensembles. Je ne vous dis pas que c'est le bout du monde et que c'est formidable aujourd'hui, mais c'est comme ça qu'on y a répondu. C'est par une ingénierie financière multipliée par une ingénierie technique. Et je pense que c'est une des voies sur les sujets d'avenir, dont la transition écologique et énergétique, dont je ne parlerai pas parce que le temps est écoulé. Voilà, merci. Bien. Bien, chers amis, tous vos applaudissements me permettent de dire que la déclaration a été adoptée. Je vais juste insister sur un point. Je suis absolument d'accord avec toi sur le fait qu'il faut qu'on trouve des mécanismes de financement, de partage de risques totalement, j'allais dire, imaginatifs, nouveaux. Quand on regarde ce que Jacques de la Rosière nous a dit il y a quelques minutes, c'était de ça dont il s'agissait. Deuxième aspect et deuxième remarque, c'est que au fond, nos conclusions, c'est de dire nous sommes tous d'accord sur le diagnostic. Donc, arrêtons d'en parler. On est en gros, n'a pas de problème majeur sur ce problème-là. En revanche, j'ai entendu Michel Barnier avec grand plaisir nous annoncer un programme d'infrastructure de 1 000 milliards d'euros en Europe.
J'avais envie de lui dire chiche, si on le faisait. Donc l'action, la réflexion, l'innovation, l'idée que si on veut faire redémarrer notre continent et notre pays, ce sera obligatoirement en utilisant des solutions, des approches assez novatrices. Et c'est ce que vous avez retrouvé dans notre déclaration. Merci pour elle.